pétrole continue à venir de l'extérieur, alors que nous avons une raffinerie au Congo, mais cette raffinerie, on ne sait pas ce que ça fait. Donc, soyons sérieux dans la façon de prendre en compte nos problèmes. Nommons les gens qu'il faut à la place qu'il faut, mais pour faire le travail qu'il faut. Et arrêtez de demander, arrêtez d'applaudir et d'apprécier les gens alors qu'ils ne sont pas à la bonne place. Lorsque vous êtes ministre de l'Industrie, occupez-vous de l'industrie. Lorsque vous êtes ministre de l'Éducation nationale, occupez-vous de l'Éducation nationale. Lorsque vous êtes parlementaire, créez les lois, contrôlez le gouvernement, contrôlez l'application des lois. Or, aujourd'hui, les Congolais, dans la plupart des cas, attendent les parlementaires dans une fausse expression professionnelle qui est descente parlementaire. Ah oui, c'est la période des descentes parlementaires, le député n'a rien fait, il ne nous a pas donné l'argent, il n'a pas organisé les événements. Ce n'est pas le rôle du député. Le rôle du député, ce n'est pas de descendre dans une circonscription et de peindre les écoles ou de construire les salles de classe. Oui, mais si le gouvernement ne fait pas, eh bien vous faites la révolution. Si le gouvernement ne fait pas, eh bien vous lui demandez de faire son travail. Mais vous ne demandez pas à quelqu'un d'autre de le faire. Lorsque vous êtes malade et que le médecin n'est pas là, vous demandez au charcutier de venir vous opérer. Mais vous savez, le charcutier, il connaît le corps humain. Hein? Le boucher que vous voyez là, il connaît très bien le corps humain. Et d'ailleurs, quand un boucher a tué quelqu'un, la criminalité se rend très vite que c'est un boucher parce qu'il maîtrise la façon de dépecer le corps humain. C'est la même façon qu'on va dépecer le corps d'un bœuf ou d'un goulou. Alors, donc, si du coup, le chirurgien n'est pas là, vous accepterez que le boucher vienne vous ouvrir le ventre? Vous allez demander aux gens d'aller chercher le chirurgien. Et pourquoi vous ne le faites pas pour le gouvernement? Si le ministre n'est pas à sa place, vous le convoquez, qu'il revienne à sa place. Si le président n'est pas à sa place, eh bien, vous le convoquez. Il revient à sa place de président. Il faut avoir cette exigence. Je vous demande de ne pas aller quand monsieur, comment on l'appelle, quand le directeur de la SNPC vient pour peindre les écoles. Eh bien, refusez d'aller. Dites-lui, les stations-service n'ont pas de carburant. Au lieu de venir passer ton temps à peindre les écoles, reste dans ton bureau, trouve-nous la solution pour le carburant. Des ministres sont même devenus des pasteurs. Mais c'est pas possible, ce pays. Je tombe sur des vidéos de Juste Ibombo, qui est pasteur, Bruno Itoa, qui est pasteur, mais chassez-les des églises, chassez-les, renvoyez-les dans leur bureau de ministre. Bruno Itoa doit nous trouver des solutions pour le pétrole, pour avoir du carburant toujours dans les stations et pour avoir de l'emploi dans le secteur pétrolier, que notre pétrole devienne aussi une industrie stratégique qui compte dans le monde, qui crée de l'emploi. Total crée beaucoup d'emplois en France. Le pétrole crée de l'emploi aux États-Unis, en Arabie Saoudite, en Chine, mais pourquoi pas au Congo? Et il vient vous parler de la grâce dans l'Église. C'est Dieu qui a fait de lui un ministre. C'est le pétrole congolais qui a fait de lui un ministre. Donc s'il a une grâce à rendre, c'est au peuple congolais. S'il a une prière à faire, c'est au peuple congolais. C'est grâce au peuple congolais qu'il est là. Grâce aux richesses du Congo qu'il est là. Et donc, on lui demande de bien gérer les richesses dans l'intérêt collectif. Mais on ne lui demande pas de venir nous faire des missions de pasteur, mais qui a besoin. Ou soit il démissionne. Hein. S'il pense qu'il a un don pour ça, dans ce cas, il arrête, il démissionne. Mais il vient vous manipuler, il vient vous endormir. Pendant ce temps, Bruno Itoa fait partie de ceux qui pillent l'argent. Mes frères là, quiconque continue à se battre pour le ministère, pour que ça s'arrange, pour lutter contre les loups dans la bergerie, je sais pas quoi, tous sont morts. Soit physiquement, soit spirituellement. Toute ma bande là, ils n'ont pas eu cette grâce. Je voudrais que tu aies cette grâce. Je voudrais que tu ne meurs pas comme eux, spirituellement ou physiquement. Je voudrais que tu aies la même grâce que moi, que tu comprennes que tu es venu ici pour chercher la délivrance.
présentateur de R7, bonjour. Didier Moini Ivolo, le présentateur de votre chronique et porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo. Très heureux d'échanger aujourd'hui avec vous autour de notre chronique aujourd'hui qui sera un grand voyage. Je vous propose vraiment à voyager dans l'univers interplanétaire, dans le monde, pour que nous puissions voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et en quoi le système international aujourd'hui, en quoi la géopolitique aujourd'hui devient une réelle menace pour les pays pauvres, pour les pays avec des stratégies du quotidien et notamment les pays d'Afrique centrale et notre pays, le Congo. Parce que l'actualité récente nous montre que les modèles qu'on avait construits, hérités de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et surtout de la fin de la guerre froide, ces modèles n'existent plus. On est en perte de repères, on ne sait plus qui est où, qui est ami, qui est ennemi et à quel moment on peut négocier pour essayer de gérer certains problèmes. Donc j'ai pris le temps quand même de réfléchir et de vous présenter la chronique d'aujourd'hui avec cette invitation à la réflexion sur les risques des pays comme les nôtres si rapidement on ne corrige pas le tir et surtout que en mars 2026, il y a une élection présidentielle qui arrive avec tout le débat autour entre le PCT qui veut d'une élection présidentielle point et une partie de la population, une partie des compatriotes qui demandent une élection mais avec des préalables, quitte à définir quels sont ces préalables-là, et puis une opposition qui n'existe pas, qui est plutôt fantomatique, c'est le cas de le dire. Je vous renvoie à la photo de famille du dernier congrès. Vous savez, dans un pays, il y a ce qu'on appelle les règles de préséance. Et quand vous regardez les règles de préséance et cette photo, vous sentez bien qu'ils sont les plus proches du président. Vous voyez bien qui est à sa gauche, qui est à sa droite. Ça montre la préséance en termes de proximité avec le président de la République. Donc, dans un tel environnement mondial, quelle est notre place? Qu'est-ce qui se passe au Congo? Je sais que j'embête, je dérange certains avec cette méthode que j'appelle, c'est pas moi qui l'ai créée, je l'ai étudiée à l'école, la méthode comparative. Voilà, moi j'aime bien utiliser à la fois la méthode dialectique, c'est-à-dire analyser les antagonismes sociaux, les antagonismes internes propres à notre pays, mais aussi la méthode comparative, c'est-à-dire que le Congo n'est pas seul en Afrique centrale, il y a d'autres pays. Le Congo n'est pas seul à utiliser le franc CFA, il y a d'autres pays. Le Congo n'est pas seul à avoir le pétrole, il y a d'autres pays. Le Congo n'est pas seul à avoir un gouvernement, un peuple, il y a d'autres pays aussi. Et donc, allons voir chez les autres ce qui se passe, comment ça se passe, en bien, en mal, en moyen, et qu'est-ce qui peut nous être utile en termes de réflexion. Après, donc voilà, c'est ce sujet-là qui me tient vraiment à cœur à partager avec vous. Alors, je ne vais pas ici entrer dans les définitions des relations internationales, mais juste en résumé, dire que le monde est un village planétaire et puis depuis les théories ou les pratiques autour de la mondialisation, tout communique avec tout et les peuples se déplacent, les peuples bougent. Certaines nations ont beau construire les murs, ces murs n'ont pas empêché les gens à traverser. Depuis la préhistoire, depuis l'Homo erectus, l'être humain, il bouge. Les préhistoriens nous disent que tous les continents ont été peuplés à partir de l'Afrique au stade de l'Homo, excusez-moi, au stade de l'Homo erectus. Donc, depuis Erectus, les gens se déplacent. Il y a eu la création des nations, les nations se protègent, les nations défendent leurs intérêts, leur sécurité, leur souveraineté nationale, mais n'empêche qu'il y a aussi des menaces, c'est-à-dire certaines nations menacent les autres. Alors, on a eu une grande phase en termes de géopolitique, de géostratégie, de politique internationale, qui est une phase qui a commencé vers la fin des années 1980
avec en 1989 l'éclatement de l'Union soviétique, la fin de l'Union soviétique, les indépendances des pays baltes et de certaines républiques d'Asie qui faisaient partie de l'Union soviétique. Et puis, le plus emblématique, hein, le fait historique le plus marquant de la fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin. Et quand vous regardez les documentaires autour de la chute du mur de Berlin, Gorbatchev lui-même ne savait pas que son empire est en train d'exploser. Et puis, Erich Honecker, qui est le patron de l'Allemagne de l'Est, n'était pas en train de comprendre que son pays est en train de connaître une révolution, ce qui fait que quand le mur tombe et qu'il faut aller vers la réunification des deux Allemagnes, les gens supposent que la guerre froide est terminée, le combat avec l'Union soviétique, c'est fini puisque l'Union soviétique n'existe plus. La démocratie devient le modèle par excellence, sans être le meilleur modèle, mais en tout cas le modèle par excellence à ce moment-là. Et vous avez l'OTAN qui, comme ça, qui l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, avec les présidents américains à la tête, crie souvent à la victoire de comment on appelle ça, gagner la bataille sans combattre. Parce que tout le monde s'attendait à cette guerre entre le pacte de Varsovie piloté par l'Union soviétique et les troupes de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, pilotées par les États-Unis et en grande partie des pays de l'Europe de l'Ouest. Finalement, cette guerre n'aura pas lieu. Les Américains vont dire qu'ils ont gagné la guerre froide sans avoir à combattre directement sur le champ de bataille l'Union soviétique. Un de nos grands professeurs de politique internationale, Francis Fukuyama, va même écrire un livre très célèbre en politique internationale intitulé La fin de l'histoire. Donc, pour Francis Fukuyama, voilà, le modèle américain, c'est le modèle le plus abouti, mais il va être très vite contredit par certains grands professeurs comme Samuel Huntington, qui, dans Le choc des civilisations, va quand même démontrer que si la guerre froide a pris fin, mais n'empêche que nous allons entrer dans les affrontements civilisationnels et notamment le monde arabe qui va monter en puissance, certains pays asiatiques ou d'Afrique qui peuvent aussi jouer leur rôle. Donc, on se retrouve dans un monde multipolaire, donc Emmanuel Macron aime beaucoup à défendre. Il a certainement raison. Le multilatéralisme que Emmanuel Macron théorise beaucoup, il a raison, certainement. Mais sauf que dans ce monde d'interdépendance, de multilatéralisme, où il y a plusieurs pôles de pouvoir ou d'acteurs pour animer le système international, on voit depuis bientôt 5 ans, j'essaie de prendre un peu large, peut-être moins, revenir sur la scène internationale des puissances qui n'entendent que la voix de la force, c'est-à-dire l'usage, ce qu'on appelle en politique internationale, le hard power, c'est-à-dire le pouvoir militaire, pour le dire assez clairement, qui reprend une place prépondérante dans les relations internationales, alors que depuis la fin de la guerre froide, c'était plutôt la diplomatie, le commerce, les échanges, le dialogue, la discussion. Mais là, depuis, on va dire, la guerre d'Ukraine, hein, pas le retour, en tout cas, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a aujourd'hui la diplomatie de gros bras, des gens qui montent des muscles, qui bombent le torse et qui imposent leurs lois, non pas par les idées, mais c'est surtout par la force. Depuis lundi, le monde vit des heures fiévreuses où chaque minute est lourde du poids d'une terrifiante alternative. Guerre ou paix.
un élément important de la politique internationale aujourd'hui. Pour vous donner quelques exemples, je parlais donc de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, mon propos, c'est pas de dire qui a tort, qui a raison. Non, c'est le fait que ce sont les militaires russes qui traversent la frontière ukrainienne pour occuper l'Ukraine. Ils sont arrivés jusqu'à Kiev. Ils se sont retirés depuis, mais ils sont arrivés jusqu'à Kiev. C'est plutôt la Russie qui occupe les territoires à l'est de l'Ukraine, notamment dans le Donbass et tout. D'abord, l'occupation de la Crimée en 2014 et puis ce qui est arrivé après. On le voit au Moyen-Orient, où c'est l'Israël qui dicte un peu sa loi, l'Israël qui peut bombarder le Gaza, bombarder le Liban, bombarder la Syrie, et on est arrivé jusqu'en Iran, et plus grave encore, jusqu'au Qatar. Et donc la puissance militaire israélienne, qui est la grande puissance dans la zone, et même puissance nucléaire, comme disent certains analystes, fait que l'Israël peut attaquer sans crainte. Alors, il y a eu quelques ripostes du groupe Hamas, Hezbollah, mais surtout de l'Iran, mais ça reste très limité en termes de dégâts, en termes de pression, comparé à ce que l'Israël peut faire dans les autres pays. On peut penser aussi aux prises de position de Donald Trump, qui veut occuper le Canada, qui veut occuper le Groenland, qui menace le Venezuela et le Nigeria. Alors, figurez-vous que le Canada, en termes de superficie, en termes d'étendue, doit être beaucoup plus grand que les États-Unis, mais ce n'est pas le Canada qui menace les États-Unis. Le Premier ministre canadien ne pourra même pas dire qu'il faut que les États-Unis deviennent un État du Canada. C'est l'inverse qui se fait. Pourquoi l'inverse se fait? Mais c'est parce que les Américains ont cette puissance militaire capable de se projeter, de projeter leurs forces. On a bien vu, dès le lendemain du 7 octobre, lorsque Joe Biden apprend qu'il y a eu ces attaques en Israël, il a tout de suite compris que les enjeux sont tels que l'Israël peut être menacé parce que l'Israël va riposter et les pays arabes peuvent se soulever. Et donc, pour vite calmer le jeu du côté du monde arabe, Joe Biden va d'abord envoyer un premier porte-avions dans la Méditerranée, dans la zone, et suivi d'un deuxième porte-avions. Or, un porte-avions, c'est au moins 5000 hommes. Donc, s'il envoie 2 porte-avions, ça fait au moins 10 000 hommes. Et 10 000 hommes puissamment armés, parce que qui dit porte-avions, dit des croisières, des bateaux croisières qui l'accompagnent, des destroyers qui l'accompagnent, même 1 ou 2 sous-marins nucléaires tactiques qui l'accompagnent. Or, les Américains en ont au moins une cinquantaine ou une soixantaine. Donc, en mettre 2 ou 3, c'est pas ça le problème. Et dès lors qu'on envoie 2 porte-avions, ça suppose qu'on va multiplier le nombre de sous-marins par 2, parce que les sous-marins protègent d'abord et avant tout le porte-avions, mais peuvent aussi lancer des attaques. Et cette présence militaire fait que les pays arabes sont obligés de mesurer leur réaction. Il fera la même chose lorsque Benjamin Netanyahou va le pousser à attaquer l'Iran. Il va d'abord commencer par déplacer des porte-avions à proximité, avec tout l'armada qui va avec, ce qui fait que l'Iran va essayer de mesurer un peu sa riposte et sa réaction. Et au moment où je vous parle, il refait, Trump, à son tour, refait la même chose en envoyant des porte-avions et toute une forte flotte navale au large du Venezuela pour essayer d'intimider ce Maduro et mettre en pratique sa géopolitique de la brutalité, de la violence, de l'agressivité, et essayer de s'accaparer certainement d'énormes réserves de pétrole du Venezuela. Donc, on voit bien que nous sommes dans un monde où toutes les puissances montrent les muscles. J'ai oublié de vous citer la Chine qui veut récupérer Taïwan par la force, et il faut aller regarder sur Internet comment les forces navales et aériennes chinoises font pression sur Taïwan, mais pas que sur Taïwan, mais même sur les États voisins, pour essayer
de les impressionner et de montrer les muscles. Le dernier défilé chinois, c'était aussi une manière de renseigner le monde sur les capacités militaires de la Chine, sur la force de frappe de la Chine aujourd'hui. Et d'ailleurs, le président Xi Jinping l'a bien dit, que la Chine ne pourra pas s'arrêter. Ce que nous avons commencé, nous n'allons pas arrêter, nous allons donc continuer. Donc, voilà un peu la géopolitique aujourd'hui, qui est le retour de la force et de la puissance, et notamment fondée sur la puissance militaire, pas la puissance économique, pas la puissance culturelle, mais la puissance militaire, qui devient aujourd'hui un élément, qui redevient, j'ai envie de dire, un élément majeur, parce que les grandes conquêtes militaires, c'était l'Angleterre, c'était la France, l'Espagne, parce que ces pays-là avaient des grandes armées, ils sont allés conquérir des terres en Amérique et surtout pour l'Angleterre et la France, en Afrique. Quand vous étudiez les conquêtes coloniales en Afrique, on a tendance à vous faire croire que, et d'ailleurs c'était la grosse bêtise de la fille Ayessa qui gère le plus glorieux musée des Brazza ou mausolée des Brazza chez nous. Il faut savoir que au Congo, vous avez la gare qu'on appelait la gare de Marchand. Le commandant Marchand, c'est un militaire français qui a été envoyé au Congo pour la conquête coloniale. Dès lors que ce grand chef Basundi, Mabiala Manganga, a barré la route aux troupes françaises et le commandant Marchand a été envoyé pour briser cette révolte-là, tuer Mabiala Manganga, se promener avec sa tête sur un piquet. Hein, ça, les photos existent dans les livres d'histoire. Et pour impressionner les gens, parce qu'il fallait vite conquérir la partie nord du Congo, Brazzaville, arriver, traverser la Centrafrique, le Tchad, et arriver à Fashoda en Égypte. Sachant que de l'autre côté, il y avait les Anglais qui menaient aussi la même course avec leurs troupes pour briser les résistances autochtones des populations qui s'opposaient à leur passage. Donc, cet outil militaire qui a été utilisé pendant longtemps, qu'on avait mis un peu en sourdine à cause de l'interdépendance en politique internationale, qu'on n'avait plus besoin des armées à la fin de la guerre froide, puisque c'est l'économie qui triomphait, ce sont les échanges économiques, les investissements, l'interdépendance économique qui faisait que je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et donc on n'a plus besoin de se battre. Et ça s'est vu en Europe, par exemple, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, tous ces pays-là avaient drastiquement baissé leur budget militaire, ce qui avait entraîné, je crois même, sous le premier mandat de Macron, la réaction du chef d'état-major qui n'était pas très content, qui a fini par démissionner ou limogé par Emmanuel Macron. In fine, ce retour du bâton de guerre de la puissance militaire, ça devient l'arme la plus utilisée par les trois grandes puissances militaires aujourd'hui, les États-Unis, la Russie et la Chine. Les États-Unis, on le voit à travers le monde parce que les Américains, avec les Russes, les Français et les Anglais, sont les seules 4 puissances militaires nucléaires avec les capacités de projection partout dans le monde. Parce qu'ils ont la marine faite pour et l'armée de l'air qui en a les capacités. En France, par exemple, on a beaucoup utilisé dans la géopolitique française en Afrique noire ce qu'on appelait les troupes prépositionnées. Et vous avez toute une documentation sur le sujet des troupes prépositionnées, c'est-à-dire ce sont les bases militaires au Gabon, au Tchad, en Centrafrique, au Sénégal, au Niger, au Burkina, en Côte d'Ivoire. Et donc, toutes ces bases, à Djibouti, quand vous regardez toutes ces bases, eh ben, à partir de ces bases, les militaires français étaient capables en moins de 12 heures de se projeter sur n'importe quel théâtre d'opération dès lors qu'il était nécessaire. Donc, s'il y a des troubles à Kinshasa, eh ben, on n'a pas besoin de faire venir les troupes de la France. On peut mettre en mouvement les troupes prépositionnées en Centrafrique ou au Gabon ou au Tchad. Eh ben, très vite, avec leurs moyens militaires, leurs forces aériennes, eh ben, ils peuvent très vite arriver à Kinshasa, à Brazzaville ou ailleurs. Les Américains ont des bases un peu partout dans le monde.
La Russie a quelques bases dans le monde, la Grande-Bretagne aussi. Et les pays de l'Europe ayant baissé leur budget militaire se retrouvent en grande difficulté face à la Russie, face à la Chine, face aux États-Unis. Alors, les États-Unis qui étaient un allié n'est plus un allié sûr, c'est ce que les Occidentaux disent, même au sein de l'OTAN, puisque Donald Trump remet en cause l'article 5 qui dit que lorsqu'un pays est attaqué, les autres lui viennent au secours. Eh bien, Trump remet ça en question. Donc, les Européens ne savent plus si demain la Russie les attaque, est-ce que les Américains viendront. Mais plus grave encore, c'est que, ayant baissé leur budget militaire, les Européens n'ont pas les moyens militaires aujourd'hui pour aller défendre Taïwan sans l'aide des États-Unis, ne serait-ce que pour défendre l'Ukraine sans l'aide des États-Unis. On voit combien c'est difficile dans les débats. Je vous montre quelques vidéos qui symbolisent cette présence de la puissance militaire et je vous explique pourquoi toutes ces menaces. Abnous, votre parti pris international, vous nous parlez aujourd'hui de ce qui se passe au Venezuela, de ces bateaux de narcotrafiquants qui sont pris pour cible et qui sont tous les narcos, tous les occupants sont tués. Et il y a un scandale aux États-Unis autour d'une décision du secrétaire d'État à la guerre. C'est comme ça qu'il s'appelle maintenant. Exactement. Depuis le 2 septembre 2025, les États-Unis ont mené 21 frappes contre les bateaux vénézuéliens dans les Caraïbes et le Pacifique Est, faisant au moins 83 morts. Et là, l'objet du scandale, c'est la première attaque, celle du 2 septembre. Les faits sont révélés par le Washington Post. Pete Hegseth, donc secrétaire d'État à la guerre, aurait donné un ordre verbal à l'amiral Frank Bradley, qui est assez simple, kill everybody. Donc, tuer tout le monde, et ce, après la première frappe. Donc, il y a eu une première frappe, et suite à cette première frappe, 2 personnes avaient survécu et s'accrochaient au bateau en flammes, et c'est l'ordre, le kill everybody, tuer tout le monde de Pete Hegseth, qui a provoqué la deuxième frappe, alors que le bateau faisait demi-tour vers le Venezuela, tuant donc les 2 survivants qui s'accrochaient au bateau en flammes. La justification officielle de Pete Hegseth, c'est que la seconde frappe visait à couler le bateau pour éviter, je cite, un danger de navigation. Donc là, c'est absolument ridicule. D'ailleurs, le représentant démocrate du Massachusetts, Seth Moulton, qui est vétéran des marines, a dit c'est absolument ridicule. Donc la question, c'est est-ce que c'est un crime de guerre ? D'après les conventions de la Haye et de Genève, oui, puisqu'il est formellement interdit de déclarer d'abord qu'aucun quartier ne sera donné, c'est-à-dire qu'aucune vie ne sera épargnée, et il est hors de question de tuer des blessés, des naufragés. C'est précisé, et si vous voulez me dire les États-Unis, ça les intéresse pas du tout, la loi internationale. La loi américaine sur les crimes de guerre criminalise explicitement le meurtre de personnes hors combat, y compris par blessure, naufrage ou détention. Donc on est en plein dans un crime de guerre. Pete Hegseth a qualifié le rapport du Washington Post de fake news, évidemment, de fabriqué incendiaire et dénigrant. Et il a soutenu l'amiral Bradley, mais à sa façon, c'est-à-dire, en gros, il lui a donné la responsabilité de cette seconde frappe. La Maison-Blanche et les décisions qu'il a prises de combat lors de la sémission du 2 septembre et toutes les autres depuis l'a qualifié de héros américain, de vrai professionnel. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a confirmé. Et en gros, l'idée, c'est que c'est bien Pete Hegseth qui a donné l'autorisation générale, mais c'est Bradley qui a ordonné la seconde frappe. Donc évidemment, la Maison-Blanche sauve son ministre de la guerre et c'est haro sur le amiral. Quant à Donald Trump, il s'en lave les mains. Je n'aurais pas voulu ça, pas une seconde frappe. Pete Hegseth dit qu'il n'avait pas donné cet ordre, je le crois à 100%. C'est du Trump, donc voilà. Mais sur le fond... Non, sur le fond, c'est pas bon. Non, sur le fond, c'est pas bon. C'est pas bon, je vais vous dire pourquoi. Parce que l'excuse utilisée par les États-Unis, c'est de dire c'est le fentanyl, c'est le narcotrafic. C'est le fentanyl qui tue aujourd'hui aux États-Unis. Il se trouve que les bateaux vénézuéliens, ils transportent de la cocaïne. Je dis pas que c'est mieux. Je dis que c'est pas du fentanyl. Donc l'excuse tient pas. Ce que veut faire l'administration Trump, c'est de pousser à un coup d'État intérieur au Venezuela. Il se dit que les généraux, les oligarques qui entourent Maduro, c'est pas des idéologues, c'est des opportunistes qui veulent de l'argent, le pouvoir et la survie. Donc plus il va secouer le cocotier, plus Maduro va tomber. Sur le papier, ça peut tenir. À la seule différence que le régime chaviste, dont Maduro est l'héritier, a passé une décennie à se protéger justement contre le coup d'État en faisant surveiller les généraux les uns par les autres, en ayant une milice civile
armée de 2 millions de personnes a une corruption institutionnalisée, étant donné que tout le monde est compromis, personne n'a d'intérêt à la chute du régime. Et enfin, figurez-vous que c'est évidemment, vous en doutez, que c'est les soutiens cubains, les services de sécurité cubains qui encadrent l'appareil sécuritaire vénézuélien. On doit dire que c'est Mais au-delà de la question de Maduro et du Venezuela, et sans être angélique et ni bisounours, ça revient à tuer, à appliquer une peine de mort sans jugement. Ah non, mais c'est un crime de guerre, que les choses soient claires. Même la meilleure excuse du monde. On a beaucoup parlé ici. On reste sur le niveau du narcotrafic. Soit vous la jouez comme le Salvador et Bukele, c'est que vous y allez, mais vraiment, en tuant tout le monde, en emprisonnant tout le monde sans pitié. Soit vous légalisez. Je l'ai déjà dit que moi j'étais pour la deuxième solution parce que une solution comme ça ne tient pas. Mais surtout que là, c'est même pas, il n'y a pas de fentanyl sur les bateaux vénézuéliens. Donc derrière, c'est ça. Moi, c'est ça, c'est que moi, vous connaissez ma passion. C'est une ironie pour Maduro et que j'aimerais beaucoup que le peuple vénézuélien soit débarrassé d'un tyran. Mais en l'occurrence, utiliser des crimes de guerre, ça va pas fonctionner. Utiliser des sanctions, ça n'a jamais fonctionné. La seule solution serait une négociation. On lui donnerait un exil doré quelque part, a priori à Cuba. Et ça, Trump n'en veut pas. Mais ce à quoi on a assisté, qu'il y ait une seconde frappe ou pas, je précise, c'est que la seconde frappe et mais même les 83 morts, 21 bateaux attaqués d'une manière totalement aléatoire. Et aujourd'hui même, Pete Hegseth a dit, bon là, on tire moins parce qu'il y a moins de bateaux, mais on reprend. Mais avec une légèreté qui est criminelle. Au fait, même le ton que c'est employé, c'est criminel. Et si la cause, encore une fois, la fin ne justifie pas les moyens, j'ai l'impression de répéter à chaque fois, mais avec Trump, que voulez-vous, à chaque fois on retombe là-dedans. Vous voyez dans cette vidéo, alors il s'agit des vidéos fournies par l'armée américaine, où on voit des bateaux, des tout petits bateaux, quitter le Venezuela vers les États-Unis, en tout cas c'est ce qui est dit, et pulvérisés par des frappes de l'aviation américaine. Donc, les États-Unis aujourd'hui, dans la mer des Caraïbes, concentrent leurs forces sur le Venezuela au motif que Maduro est un trafiquant de drogue, et donc les États-Unis menacent de débouter. Alors, moi, mon propos, c'est pas de savoir est-ce que ce Maduro trafique de la drogue ou pas. C'est pas ça mon propos. Je le dis parce que c'est le prétexte que les Américains utilisent. Mais mon propos, c'est de dire de quel droit, moi, président américain, je peux décider qu'est-ce qui sort d'un pays, qu'est-ce qui ne sort pas d'un pays. Alors, nous savons tous, et surtout les spécialistes en droit international, ils le savent tous, la notion de l'extraterritorialité juridique américaine. C'est-à-dire que le droit américain peut s'appliquer dans n'importe quel pays, si tant est que vous le laissez faire, hein, bien sûr. Mais les Américains ont ce côté-là d'utiliser leur droit à l'extérieur de leur pays et de l'imposer. C'est d'où on parle de l'extraterritorialité du droit américain. Donc, Donald Trump ferme le Venezuela. C'est lui qui décide parmi les bateaux qui passent si on shoot, si on ne shoot pas. Et quand bien même, vous l'avez suivi dans la vidéo, quand bien même il y a 2 rescapés qui essaient de survivre et de rejoindre surtout certainement la côte, eh ben, on dit kill everybody, tuer tout le monde. Là, on est à Hollywood, on est dans un film, ça ne peut pas être la réalité. Et aujourd'hui, le débat aux États-Unis, c'est qui a donné l'ordre. Est-ce que le secrétaire à la guerre, puisqu'on l'a dit, ce n'est plus le secrétaire à la défense, mais le secrétaire à la guerre, lui dit qu'il n'a pas donné l'ordre, c'est peut-être le général qui a mal compris, la responsabilité revient à celui qui exécute l'ordre parce qu'il est quand même doté d'une capacité de pensée. Je ne veux pas aller sur ce terrain-là, mais je vous dis quand même que ça rappelle quand même Oboa et Sassou. Hein, Sassou qui donne l'ordre à Oboa et Oboa qui exécute d'aller tuer les bébés noirs sans jugement, sans les arrêter alors qu'ils sont ligotés, menottés. Et donc demain, on aura ce débat. Est-ce que la responsabilité incombe à Sassou Nguesso qui a donné l'ordre ou à Oboa qui a exécuté un ordre de cette nature-là qu'il n'aurait pas dû exécuter? En fait, c'est le débat aujourd'hui aux États-Unis entre l'amiral qui a géré l'opération en direct et le ministre de la guerre qui a donné un ordre verbal et non pas un ordre écrit, parce que l'ordre écrit engage la responsabilité pénale du ministre. Et donc, il est très intelligent, pas très intelligent, mais il a été malin. Il a préféré donner un ordre oral, mais l'ordre oral, c'est très difficile dans ce genre
d'opération. Bref. Donc, vous avez la puissance américaine qui permet au président américain de fermer l'espace maritime d'un pays, mais même pire, Donald Trump annonce qu'il ferme l'espace aérien du Venezuela. Bon, je ne sais pas si on se comprend. Le Venezuela est un État indépendant, souverain, qui n'a rien à voir avec les États-Unis. Seul le pouvoir vénézuélien, les institutions du Venezuela, peuvent décider de fermer leur espace aérien. Et vous avez des passagers bloqués à travers le monde entier. Ceux qui sont allés en vacances, ceux qui sont allés faire des recherches, ceux qui sont allés faire du business, qu'il s'agisse de ceux qui sont au Venezuela ou à l'extérieur, ils sont tous bloqués parce que le président américain a décidé de fermer leur espace aérien. L'Union européenne ne dit rien, ne condamne pas. L'ONU ne condamne pas, l'ONU ne dit rien. Personne ne dit quelque chose. Mais imaginez un seul instant, le président Poutine décidait de fermer l'espace aérien ukrainien. Qu'est-ce qui se passerait? Imaginez un seul instant, le président chinois décide de fermer l'espace aérien de Taïwan. Imaginez un seul instant l'Israël qui décide de fermer l'espace aérien de la Syrie ou de l'Égypte. Qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que l'ONU réagit? L'Union européenne réagit? Lorsque la première ministre du Japon a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'elle a dit? Si la Chine attaque Taïwan, nous viendrons. Le Japon envoie l'armée. Mais pourquoi le Japon n'envoie pas son armée en Russie? Puisque la Russie a attaqué aussi un pays souverain, l'Ukraine. Pourquoi son pays ne dit pas la même chose? Pourquoi la première ministre japonaise ne dit pas la même chose à Trump? Que si, monsieur, vous attaquez un État souverain, le Venezuela, nous allons venir. Eh bien, la réponse est claire. Mais parce que le Japon ne peut pas se permettre de dire ça à des puissances comme la Russie et les États-Unis. Mais le Japon le dit de la Chine parce que c'est un voisin avec qui ils ont des contentieux et que le Japon est pratiquement sûr qu'en dehors de l'arme nucléaire, si ce ne sont qu'avec les armes conventionnelles, ce n'est pas sûr que la Chine gagne la guerre et que le Japon peut bénéficier du soutien américain. C'est pas sûr, mais c'est une hypothèse. Mais vous voyez donc que la puissance militaire devient une arme de prédilection pour que les nations puissent agir sur le système international. En Afrique, on a entendu Donald Trump, sous prétexte de protéger les chrétiens du Nigeria, dit que les chrétiens sont menacés et donc je peux intervenir militairement. Bon, Donald Trump devait réviser les cours d'histoire, les croisades, c'est fini depuis le Moyen-Âge. Il n'y a plus de croisades depuis très longtemps et donc s'il faut protéger des chrétiens, oui, on peut le dire, des chrétiens du Nigeria, mais il n'y a pas que les chrétiens qui sont menacés lorsqu'il y a des enlèvements ou des actes terroristes. Mais les chrétiens meurent aussi en Palestine, les églises chrétiennes sont bombardées en Palestine, et donc il peut aussi aller là-bas, protéger ces chrétiens-là. On l'applaudira, c'est peut-être par ça qu'il aura son prix Nobel de la paix. Mais en réalité, qu'est-ce qui anime Donald Trump? Et là, je m'adresse surtout aux Congolais qui me suivent, c'est pour cela que je vous propose toute cette analyse. Donald Trump est animé par les matières premières. Le problème des Américains, ce sont les matières premières. Le problème de Trump, c'est le business. Trump, c'est un président qui est né dans le business, qui a grandi dans le business, qui a passé toute sa vie dans le business. Et donc, la politique, la présidence américaine, la Maison-Blanche, le Pentagone, la force militaire américaine sont autant d'outils à sa disposition pour faire fructifier le business américain en général et son business à lui en particulier. Selon certains chercheurs ou spécialistes de l'économie et de la finance internationale, depuis son retour au pouvoir, le patrimoine de ses affaires a augmenté d'environ 2 milliards de dollars. Et d'ailleurs, il y a une journaliste qui lui a posé une question. Est-ce que c'est Donald Trump, président, qui rencontre le prince saoudien ou c'est l'homme d'affaires qui rencontre le prince héritier saoudien? Il a dit c'est une honte de poser une telle question, mais n'empêche que la question mérite
d'être posée. Le Nigeria, c'est le premier producteur de pétrole en Afrique, donc ces gisements de pétrole intéressent les Américains. Sous prétexte d'aller défendre les chrétiens, c'est le business qui l'intéresse. Parce que si on veut aider le Nigeria, loin d'aller en croisade pour la protection des chrétiens, c'est d'abord la question de la corruption. Voilà. Et la corruption, au Nigeria, ça touche tout le monde. Comment un pays comme le Nigeria, première puissance économique et semble-t-il militaire de l'Afrique noire hors Afrique du Sud, vous avez quand même des groupes terroristes qui arrivent dans des écoles, dans les lycées, qui restent dans la ville pendant 8 heures. Bring back our girls. Lorsqu'on a enlevé ces filles de Chibok, les terroristes sont restés entre 6 heures et 8 heures dans cette ville en train de ramasser les filles. Mais n'importe quel pays du monde, vous avez une ville qui est assiégée pendant 8 heures par des voyous. Où sont placées les bases militaires pour que en 8 heures, personne n'est arrivé? Où sont placés les policiers et les gendarmes pour que pendant 6 heures ou 8 heures, on ne puisse pas bloquer toutes les routes sortant de Chibok? Donc le problème, ce n'est pas les chrétiens à défendre. Le problème, c'est la corruption qui mine le pouvoir nigérian, et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Le malheur du Nigeria, c'est d'abord et avant tout comment lutter contre la corruption, et aucun effort n'est fait pour lutter contre la corruption dans ce pays de plus de 150 millions, voire 200 millions d'habitants. Donc, ce qui intéresse Donald Trump, c'est faire main basse sur les richesses de tous les pays du monde, sans exception. Regardez même dans la résolution de la crise ukrainienne, ce qui l'intéresse, c'est le business. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Et il est prêt à copiner avec Vladimir Poutine, c'est-à-dire à être dans la camaraderie avec Poutine, si tant est que Poutine accepte de mettre fin à la guerre et que les entreprises américaines vont donc reconstruire l'Ukraine, récupérer les parts de marché en Ukraine, mais aussi en Russie. C'est ça le leitmotiv de Trump dans la résolution de cette crise ukrainienne. Et le Venezuela, c'est pareil. Le Venezuela a les plus grands gisements de pétrole au monde. Donc, il veut mettre la main là-dessus. Mais si je mets la main là-dessus, je mets la main aussi dans les eaux, sur les eaux territoriales et les eaux internationales autour du Venezuela, ce qui n'est pas une petite chose. Donc, Make America Great Again, on y arrive. C'est faire des États-Unis la puissance qu'elle n'a jamais été, au point de dominer le monde et de mettre la main sur les richesses du monde. Et Donald Trump, c'est pour lui, comment on appelle ça, une volonté qui le tue, de vouloir vraiment, dans les 4 ans qu'il va passer à la Maison-Blanche, quand il partira, c'est fini. Tout le monde entier est écrasé et sous la domination américaine. Et c'est pour ça qu'il a mis comme ça des taxes à tout va. Mais ça ne veut pas dire qu'il va réussir. Hein. Moi, je vous dis juste, mettons-nous dans la tête de M. Donald. Donc, après vous avoir brossé cette situation de ce qui se passe dans le monde, des influences qui se passent dans le monde, la puissance qui se passe dans le monde, je peux vous dire qu'aujourd'hui, des pays comme la Chine, je vous disais, la Chine qui est passée d'un pays pauvre, un pays du tiers-monde, dans les années 40, 50, 60, la Chine est devenue aujourd'hui une puissance face à laquelle on ne peut plus imaginer n'importe quoi. Les États-Unis étaient la première puissance, le Japon, deuxième puissance économique, là où la Russie était deuxième puissance ou première puissance ex aequo avec les États-Unis en termes militaires. Mais aujourd'hui, on voit que la Chine a dépassé tous les pays européens, la Russie y compris. La Chine a dépassé le Japon. Le modèle de l'adversaire de la Chine aujourd'hui, ce sont les États-Unis. La Chine est devenue une puissance militaire, une puissance économique, une puissance financière, une puissance sportive, une puissance culturelle. C'est-à-dire que la Chine remplit toutes les cases pour rivaliser, non pas avec la Russie,
Ne vous inquiétez pas, hein, je suis même certain que une guerre entre la Chine et la Russie aujourd'hui, la Chine va broyer la Russie parce que, en dehors de sa puissance militaire, hors armes conventionnelles, la Russie n'est pas une puissance économique pour tenir face à la Chine. L'économie de guerre, la Chine va vite écraser la Russie. Sauf si on utilise les armes nucléaires. Mais dans une guerre conventionnelle, le seul pays qui peut rivaliser avec la Chine aujourd'hui dans une guerre conventionnelle en tenant compte de l'économie de guerre, eh bien, ce sont les États-Unis. Et c'est pour cela que les Chinois, c'est des monstres froids. Aujourd'hui, c'est pas Poutine qui contrôle Xi Jinping, c'est Xi Jinping qui contrôle Poutine. Quand vous prenez les provinces russes à l'est, à la frontière avec la Chine, tout est maintenant en chinois. Allez, regardez. Presque tout est en chinois. Les Russes, dans ces provinces-là, se plaignent de la domination chinoise dans leur pays. Et c'est pas la domination soviétique ou russe en Chine. Donc, la Chine prend un pas. Et dans le cas où la Russie serait en guerre ouverte avec les Occidentaux, qu'est-ce qui se passerait en termes de géopolitique ou géostratégie? La Chine va être obligée d'envoyer des militaires à l'est de la Russie, c'est-à-dire toutes les provinces à l'est de la Russie, et la Chine peut faire une pénétration militaire sur 200-300 km au motif de protéger ces populations qui sont présentes sur ces terres-là et soutenir la Russie. Donc la Russie sera d'accord d'avoir un appui militaire de la Chine qui vient pour l'aider lui, pour que ces provinces ne tombent pas entre les mains des Occidentaux, mais ne vous inquiétez pas, ces militaires qui vont s'installer là, ils vont venir avec un arsenal militaire consistant, tellement énorme, que si ils arrivent à construire des bases militaires, et tout dépend des conséquences de cette guerre entre Russie et Européens, en termes de guerre conventionnelle, je dis bien, sans armes nucléaires, eh bien ces bases ne repartiront plus. Parce que, au final, eh ben, le président chinois Xi Jinping ou un autre qui viendra dira à son homologue russe, Poutine ou celui qui viendra, je ne peux pas retirer ces bases-là parce que ces bases ont permis à sécuriser ces provinces. J'ai peur de les enlever parce que sinon, mes affaires, mes hommes et femmes qui sont là, qui vivent là, qui font des affaires, qui t'aident aussi, vont être fragilisés, ils risqueront de rentrer avec moi. Donc, la meilleure des sécurités, c'est que ces bases-là restent. Eh bien, ces provinces, sur le plan administratif, sont des provinces russes, mais sur le plan politique, militaire et sur le plan réel, en fait, c'est des provinces chinoises. Et donc, Poutine ne l'ignore pas, Xi Jinping ne l'ignore pas. Donc, c'est pour cela que dans ces jeux de puissance, il faut faire très attention. Et la Chine a pris un tel pas aujourd'hui que le monde entier, et d'ailleurs la Chine est en train de construire maintenant les bases militaires en Afrique. Mais prenez un point. Les pays comme le Congo-Brazzaville, les pays comme l'Afrique du Sud, beaucoup de pays africains, dans les années 40, la Chine est paysanne, ces pays-là bénéficient déjà d'une première industrialisation par le biais de la colonisation. Mais pourquoi ce ne sont pas ces pays-là qui vont construire les bases en Chine et c'est l'inverse? Au nom de quoi les Chinois ont pu importer la technologie occidentale au point de la renouveler sans cesse et de dépasser l'Occident aujourd'hui, et l'Afrique noire qui a été colonisée par l'Occident jusque dans les années 60 n'est pas en capacité de le faire. Voilà la problématique géopolitique aujourd'hui. Et ça, il faut qu'on se pose ces questions-là. Je voyais encore la résolution du conflit en RDC, ça se passe au Qatar. Mais dites-vous bien qu'en 1980, la RDC est 100 fois plus avancée que le Qatar. En 2000, Kinshasa est mieux que Dubaï. Je vous le répète depuis un certain temps. Mais comment se fait-il que c'est chez eux maintenant qu'on va gérer nos problèmes? Mais chez les pays voisins, pareil. Mobutu Sese Seko Kutuwendo Wazabanga, paix à son âme, donnait des bourses d'études aux étudiants rwandais-burundais. C'est-à-dire la grande puissance, c'était le Zaïre de Mobutu, qui protégeait le Rwandais, qui aidait le Rwanda. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, c'est ce Rwanda-là qui semble embêter la RDC au point même de lui imposer des accords qui lui seraient défavorables? Et ça, il faut qu'on réfléchisse.
Donc, quand on a vu ce qui se passe dans le monde, notre avion, qui a fait un peu le tour du monde, va essayer maintenant d'atterrir chez nous. On va atterrir à l'aéroport Maya de Brazzaville et on va aller se promener chez nous, puisqu'on a vu le monde. On a vu qu'aujourd'hui, c'est la puissance qui parle. Puissance militaire, premièrement, puissance économique, puissance industrielle, puissance dans les affaires, puissance financière, parce que sinon, tu ne pèses pas. Le Qatar qui rachète la plupart des hôtels en France, c'est pas avec de l'amusement, c'est pas avec les danses Iko Kidimbu ou encore Ekongo Beka ou Bambuta Zeto. Non, c'est avec la science, l'intelligence, la technologie. Comme nous le disait le professeur président Pascal Lissouba, paix à son âme. La Chine qui rachète tout le commerce maintenant en France ou qui rachète les ports dans le monde, cette Chine-là était pauvre. Les Européens se moquaient de la Chine. Oh, le Shintok, on se moquait des Chinois. Mais aujourd'hui, les Chinois leur rient à la gueule. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pendant ce temps, nous, on a fait quoi? Eh bien, regardons, nous, ce que nous faisons aujourd'hui pour entrer dans la compétition internationale. Parce que de toute façon, nous sommes dans la compétition internationale. Certains diront toujours, oui, mais ce monsieur Mouni Volo Didier raconte n'importe quoi. Oui, mais ça n'empêche pas que vous serez bouffés. Emmanuel Macron s'est bien rendu compte, il a dit, nous sommes dans le monde de prédateurs. Soit vous êtes un prédateur, soit vous êtes un agneau. Mais si vous êtes dans le groupe des agneaux, sachez-le, c'est sans pardon, les prédateurs vont vous bouffer. Alors, comment nous faisons-nous? Parce que le monde de prédateurs, ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis les voyages des grandes découvertes, fin 15e siècle, début du 16e siècle, où l'Occident a commencé à voyager dans le monde, la découverte des côtes africaines et des royaumes africains, la découverte de l'Amérique et autres, eh bien, on est entré dans ce monde où vous savez vous protéger et vous construire, où vous allez être occupé et peut-être vous allez disparaître. Alors, chez nous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se pose la question. Chez nous, depuis 1997, Denis Sassou Nguesso a fait un coup d'État et il est revenu au pouvoir. Il est revenu au pouvoir parce que Lissouba était méchant, il était mauvais, il était criminel. Hein, on traite Pascal Lissouba de criminel. Il faut donc désigner le nombre de gens que Pascal Lissouba a tués en 5 ans. Il était mauvais. Dites-nous combien de journalistes sont allés en prison, combien de journalistes avaient peur de parler. On voit bien les tergivertissements dans les émissions télé. Quand les gens parlent, ils ont peur de faire des bonnes analyses. Si vous enlevez le politologue, docteur en sciences politiques, Constant Ibarapeya, qui fait des analyses très pointilleuses, dignes d'un universitaire, ça je le salue et je le remercie d'éclairer les Congolais, et que Tcheleka essaie un peu d'emboîter les pas. Là, je sens l'évolution dans le discours, dans les analyses de Tcheleka, qui, in fine, plusieurs fois, j'ai interpellé. Dans mes interventions, j'ai interpellé Tcheleka en disant, mais le premier responsable, c'est le président. Et là, on y arrive. Et la chaîne Tcheleka commence maintenant à pointer le président quand même comme étant le premier responsable. Quand il vous dit que les hôpitaux sont dans la brousse, mais qui doit prendre la décision si les gens qu'on a nommés laissent les hôpitaux dans la brousse? Quand il dit qu'au lieu de 3 milliards dans la loi de finances, on demande 9 milliards, mais la loi de finances, c'est le président qui le valide. C'est le président qui signe pour que la loi de finances soit appliquée. Et maintenant qu'il s'est rendu compte, quels sont les problèmes? Donc, on y arrive. Donc, pendant ce temps, à quel niveau nous sommes dans nos analyses, dans nos réflexions pour dire, mais, et chez nous, on fait quoi? Alors, chez nous, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais vous donner des éléments essentiels que vous pouvez, comme ça, multiplier, extrapoler dans d'autres domaines et vous rendre compte. Première des choses, c'est que nous avons Sassou qui est revenu au pouvoir en 1997. Pourquoi faire? Eh bien, pour piller le Congo. Parce qu'il n'a jamais aimé le Congo, il n'a jamais aimé les Congolais, surtout que depuis 1992, qu'il a été battu dès le premier tour, il a détesté le Congo, il a détesté les Congolais. Mais sauf que, pour financer son train de vie de jouisseur, seul le Congo peut lui permettre ça. Il n'est pas allé à Kinshasa, voilà. Il a fait un coup d'État. Et depuis, monsieur passe son temps à multiplier les projets, les programmes et tout échoue. Il passe d'un programme à l'autre sans faire le bilan, sans faire d'analyse, sans faire d'audit, rien.
ça a échoué, on prend un autre. Si ça a échoué, c'est pas sa faute à lui, c'est la faute au programme. Ah non, c'est peut-être la faute à la situation internationale, mais jamais la situation nationale et lui, comment il gère le pays. Et donc, la meilleure stratégie de Sassou pour continuer à vivre calmement les richesses du Congo, c'est manipuler le peuple. Regardez ces derniers temps. Quel est le premier travail au Congo? La politique. Le premier employeur au Congo, c'est la politique. Que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, vous verrez que les emplois qu'ils lui donnent à leurs enfants et autres, c'est la politique. Nous sommes un des rares pays où les hommes politiques détournent l'argent public, ça se chiffre en milliards, et sont incapables d'investir au Congo pour créer des emplois. Et ça, c'est quand même étonnant. Je vais vous dire, les emplois au Qatar et autres, mais c'est l'argent du pétrole. Donc, l'argent du pétrole du Qatar, du Dubaï, des États-Unis, de la Russie et des autres pays permet de créer des emplois, d'améliorer la vie de la population, sauf l'argent du pétrole des pays africains et notamment du Congo. Alors, à quel niveau se situe la différence? Si autour du président, les gens ont détourné de l'argent, ce qui est condamnable, mais tout au moins, s'ils avaient investi dans la communication, dans l'industrie, dans le commerce, c'est Bienvenu Manangu qui nous le rappelait lors de ses interventions, qu'il y a toute une série de lois au Congo qui protègent l'emploi précaire au Congo, les petits emplois. Le commerce, par exemple, c'est interdit aux étrangers. Or, les commerçants au Congo sont des étrangers. Le professeur Manangu nous le rappelait dans ses interventions. Il dit, je ne comprends pas. Il y a bien des lois qui sont là, qui stipulent que le commerce ne peut être fait que par les Congolais, les nationaux. Mais curieusement, le commerce est à 80% tenu par les étrangers. Les banques par les étrangers. Asie Dominique de Marseille, dans une vidéo, nous disait même que ce sont des étrangers qui sont allés chercher l'argent pour la Sénélec. Mais parce que les Congolais n'ont pas des spécialistes pour aller chercher l'argent pour notre pays. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on demande aux Congolais? De faire le Atalakou. Le Atalakou. Je parlais de la politique qui est le plus grand employeur. Or, la politique n'est pas génératrice des capitaux. Donc, pour payer ces enfants-là, leurs enfants qu'ils mettent au Parti congolais du travail, à l'UPADS, au MCDD, au RDD, qui deviennent des conseillers, des députés et autres, mènent un train de vie insolent par rapport aux autres Congolais. L'argent vient d'où? Des caisses de l'État. Pourquoi ils ne créeraient pas des unités de production? Pourquoi ils ne créeraient pas des industries de la pêche, des industries de l'élevage, de l'agro-industriel, du commerce? Et c'est leurs enfants qui dirigent ça et chaque unité crée 200, 300, 400, 500 emplois. Pourquoi pas? Mais non. Ils font tous la politique. Ils vous font des discours bidons. Ils sont tous des cadres moyens si ce ne sont pas des semi-analphabètes. Et au final, boum, on se rend compte que le pays n'avance pas. Mais comment le pays peut avancer avec ce genre de responsables politiques? Je vous laisse écouter. Pour finir, la marche va démarrer où et ce sera à quelle heure? La marche va démarrer au niveau. La marche va démarrer. La marche va démarrer. La marche va démarrer. Au CCF, à la case de Gaulle? La case de Gaulle, exactement. Merci pour le rappel. La marche va démarrer à la case de Gaulle et nous allons suivre le trajectoire en passant par. Tout le centre. En passant par. Ça va venir. Et ce sera à quelle heure? Les femmes doivent se retrouver à la case de Gaulle à quelle heure? Les femmes vont se retrouver à la case de Gaulle à partir de 7h30. Et nous allons emprunter l'itinéraire Bon, voilà. Voilà un responsable du PCT, organisateur d'une marche
pour soutenir Sassou Nguesso. Il est incapable d'exprimer en français où se trouve la marche, où va se dérouler la marche et à quelle heure. Et on va lui donner quelques instructeurs français qui vont l'enseigner comment formuler une phrase simple, sujet, verbe, complément, et il devient le chef des universitaires qui ont étudié. Et il va demander à ces universitaires, non pas de rester à leur niveau pour que lui, il monte, mais plutôt de descendre au niveau de l'analphabétisme. Et c'est tout le problème de notre pays. C'est-à-dire que les universitaires, ceux qui savent autour de Sassou, ne font pas monter Sassou à leur niveau, mais eux, ils se rabaissent au niveau de Sassou. Et dès lors qu'ils se rabaissent au niveau de Sassou, c'est fini, c'est plié à mettre à la poubelle. Parce qu'on ne pourra pas s'en sortir. Et puisqu'on ne veut pas réfléchir, on ne veut pas travailler, on ne veut pas faire travailler notre matière grise, on passe nos journées à quoi? Eh bien, regardez cette vidéo. Population de cette logique. Le salaire du président de la mort. Vous connaissez la même verbe, vous avez dit quoi, vous avez dit. Là, bah, nous, on est plus sur ma part. Papa, Eh ben, l'une des activités prisées par les Congolais Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, c'est suivre la DGSP. Yonani, Oboya DGSP. Voilà. Toute la journée, on va passer ça comme ça, à suivre les militaires de la DGSP dans les rues de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie. Où est-ce qu'on trouve un pseudo bébé noir? On l'arrête, on le tue devant tout le monde et les gens vont consommer ça en fait. C'est-à-dire que les Congolais, Sassou demande aux Congolais de consommer de l'émotion, de consommer du pulsionnel. Parce que c'est pulsionnel ce qui se passe là. Ce que vous venez de voir, c'est pulsionnel. Il n'y a aucune réflexion là-dessus. Parce que extirper une personne de cette marche, faites asseoir la personne, donnez à cette personne à boire et à manger. Et la personne se repose et puis maintenant on parle. Pourquoi vous suivez la DGSP? Eh bien, blackout. La personne ne saura plus quoi vous dire. Et donc, cette politique de la manipulation des masses, manipulation des peuples, voilà ce que nous allons proposer au monde le jour où nous allons faire face à l'affrontement dès lors que les autres vont convoiter notre pays en tant que terre de peuplement et d'hébergement ou terre d'exploitation des richesses. On est encore dans les prémices. Nous sommes encore dans les prémices. Mon rôle, c'est de préparer la population à cet affrontement final, parce que l'affrontement viendra. Nous ne serons peut-être plus là, mais nos arrière-petits-enfants, ils vont subir cet affrontement. Parce que ce n'est pas pour vous faire peur. Si ça continue comme ça, l'Israël va réussir à chasser les Palestiniens de la Palestine, à chasser les Libanais et les Syriens des régions frontalières avec l'Israël. Et pour ces peuples-là, il faut trouver des terres. Et les terres qu'on prendra, c'est les terres, les populations les plus médiocres qui, pendant des décennies, des siècles, n'ont rien fait pour s'en sortir, pour mettre en exergue la problématique sociale pour avancer, et donc des peuples dont personne n'aura pitié, qui pourront disparaître. Et nous sommes dans cette liste-là. Si je vous dis aujourd'hui, c'est pour vous prévenir. Sachez-le, l'Afrique centrale a été souvent pointée du doigt du fait de la passivité de sa population, de la médiocrité de ses dirigeants et du fait que c'est une terre où on peut aller prendre les matières premières, tout comme demain, quand il n'y aura plus personne et décimé par les guerres civiles et les maladies, nous pourrons nous installer. Donc, si nous ne problématisons pas notre situation aujourd'hui, si nous ne commençons pas à réfléchir, parce que j'apprends qu'au Congo-Brazzaville, en République du Congo, on a un cercle de philosophes à Pointe-Noire et un cercle de philosophes à Brazzaville.
Mais c'est quoi les philosophes? Ils philosophent sur quoi? Moi, je ne suis pas spécialiste de la philosophie, mais regardez toute la philosophie antique, que ce soit en Grèce antique, que ce soit en Rome antique, et même dans les temps modernes, la philosophie disserte sur quoi? Mais sur les problèmes sociaux. Les philosophes dissertent des situations qui se passent dans leur pays. Est-ce que vous avez vu Platon, Socrate, Démocrite et les autres philosopher sur ce qui se passe dans l'Empire Inca ou dans le Royaume Congo? Ils philosophaient sur leur territoire. Ce qui se passe à Athènes, à Sparte, à Lyonie. Ce qui se passe dans la Grèce antique. C'est quoi le pouvoir? Est-ce que le pouvoir doit être absolu ou pas? Quelles sont les compétences? Est-ce que ce sont les esclaves qui doivent diriger? Ou des rois, philosophes, stratèges, sages? Mais c'est quoi la sagesse? C'est quoi l'éthique d'un homme politique? Qu'est-ce qu'on attend d'un médecin? C'est de guérir les maladies. Et quand il ne peut pas les guérir parce que c'est des maladies incurables, au moins de soulager la souffrance du patient. Mais qu'est-ce qu'on attend d'un homme politique? C'est d'améliorer les conditions de vie de toute la population. Au moins de 80-90% de la population. C'est quoi le bonheur? L'argent fait-il le bonheur? Mais discutons. Donc, quels sont les sujets proposés par les cercles des philosophes au Congo, au regard des problématiques que nous avons? La justice, mon Dieu. Est-ce que assassiner les bébés noirs, semble-t-il, de cette façon-là, c'est rendre la justice à la société qui a été victime des bébés noirs? Voilà un sujet de philosophie. Mais mes chers philosophes, quand est-ce que vous allez chacun nous donner son analyse là-dessus? Est-ce que dans un pays où les hommes politiques qui n'ont aucune entreprise, qui n'ont que leur salaire déclaré à la fiscalité, disent être en possession des milliards, est-ce que c'est de la moralité ou non? Voilà les sujets des philosophies, mes chers. Les philosophes, c'est vous. Or, les philosophes congolais, on les voit seulement pendant leurs fêtes, des structures de philosophie dirigées par les ministres qui sont au gouvernement avec Sassou Nguesso, ou des anciens ministres. Bon, ce modèle d'organisation des centres philosophiques, dites-moi, vous avez vu ça où? Est-ce que, dès lors que c'est un ministre du gouvernement dictatorial de Sassou Nguesso qui dirige un cercle de philosophie, ou un ex-ministre, est-ce que ce cercle de philosophie jouit de la libre pensée? L'époque de Lissouba, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, là n'est pas le sujet, c'était l'époque de la libre pensée au Congo. Au Congo, jamais un journaliste n'a été arrêté parce qu'il a critiqué le président Lissouba. La rumeur, Madoukou Tchekele se donnait à cœur joie dans les critiques de Lissouba. Et d'ailleurs, ce n'est même pas Pascal Lissouba qui censurait Madoukou Tchekele ou la rumeur, c'était Bernard Kolela. Bernard Kolela, maire de Brazzaville, je dis bien maire de Brazzaville, faisait ramasser les journaux Madoukou Tchekele et la rumeur à Bakongo Bakelekele, alors que c'est Lissouba qui est président et lui ne le fait pas. Parce que dans le journal, on critiquait Bernard Kolela. On a vécu ça à Brazzaville. On était plutôt étonnés de voir qu'on critique le président de la République dans la presse. La presse n'est pas interdite, mais on critique le maire de Brazzaville. Cette presse-là est interdite à Bakongo et à Makelekele. Même la semaine africaine, il arrivait que à Bakongo, Makelekele, les troupes de Kolela interdisent la vente de la semaine africaine parce qu'on avait critiqué Bernard Kolela. Alors, les cercles philosophes, qu'est-ce que vous nous proposez comme analyse aujourd'hui? Autre quotidien des Congolais, pas de tous les Congolais, mais de certains Congolais, et je dis, attention, regardez. Général mené avec succès dans les comités d'arrondissement et de district, l'heure était venue pour les cadres, militants et sympathisants du Parti congolais du travail de Pointe-Noire et de Tiambandjassi d'entamer les travaux de leur congrès fédéral sous la conduite d'Anatole Koliné Makosso, membre du bureau politique et chef de la délégation politique nationale. Il faut le dire, la fédération PCT Pointe-Noire a fait ça le comble. Au siège du port, choisi comme cadre des travaux, toutes les générations ont répondu présentes. La mobilisation, elle, n'a pas failli.
Une foule compacte s'est amassée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. En présence des responsables fédéraux des partis alliés, Club 2002, MCDDI, Rassemblement Citoyen, PUP, DRD et MAR, les congressistes ont chaleureusement salué l'entrée de l'étendard du parti porté par l'hymne du 6e congrès. Sur la période 2020-2025, la fédération de Pointe-Noire s'est illustrée par des actions de proximité ayant consolidé l'ancrage du parti, comme le confirme le président fédéral Jean-François Kanté. Vous voyez, les gens passent leur temps dans les animations du PCT, dans les meetings du PCT, à suivre le PCT. Et ceux qui suivent les enfants des présidents, des ministres, des chefs politiques, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas d'assurance maladie, ils n'ont rien. Mais ils passent leur temps à les suivre au lieu de les critiquer, de demander des comptes, de leur dire, mais d'accord, vous voulez qu'on vienne, mais pour faire quoi? Quand est-ce les projets du président seront appliqués? Quand est-ce que le président sera vraiment président et non pas chef de famille ou un ami de telle ou telle personne? Donc, le temps de travail, le temps de construction, de fabrication, de production, l'énergie, tout ça est utilisé dans le Atalako. Dans le Atalako. Et à la fin d'une telle journée, quand ces gens repartent chez eux, ils sont rattrapés par leur quotidien. Nietzsche nous a mis en garde. N'écoutez pas celui qui vous vend de l'espoir pour de l'espoir, parce que l'espoir est le pire des maux, car il prolonge la souffrance humaine. Les Congolais souffrent parce que aussi, ils espèrent toujours que tôt ou tard, Sassou va changer. Mais Sassou ne changera pas. Sassou, c'est l'exemple type de l'adage qui dit « Le séjour d'un morceau de bois dans l'eau ne le transformera jamais en crocodile. » De loin, vous pensez que c'est un crocodile, mais vous arrivez de près pour toucher, pour avoir la connaissance de ce que l'œil est en train d'observer, et vous allez vous rendre compte que c'est resté un morceau de bois, même après des siècles. Sassou ne changera pas. Il est comme ça. Il est prévu. Il est, comment on appelle ça, déterminé comme ça. C'est son déterminisme. Sassou et nous, la différence, ce n'est pas une différence de degré. C'est une différence de nature. C'est sa nature. Et chasser le naturel, il reviendra au galop. De temps en temps, il a des lumières comme ça qui lui disent, mais très vite, la nature reprend le pas. La nature de Sassou, c'est quoi? C'est la haine de la population. C'est la volonté exacerbée de l'enrichissement personnel et familial. C'est la confusion entre l'État et le privé. Le cimetière familial à Oyo, c'est devenu un cimetière national. Si bien que les événements familiaux autour de ce cimetière sont devenus des événements nationaux, où on invite les ambassadeurs, on invite tout le monde, les gouvernements, on invite et on mobilise les moyens de la République. Comment on appelle ça en droit? Détournement des biens publics. À demander au ministre de la Justice, demain, quelqu'un vient au pouvoir, il n'aura pas de mal, même s'il est mochi, il n'aura aucun mal à mettre Sassou et tous les siens en prison pour détournement de fonds publics. Recel des biens sociaux, détournement de fonds publics. C'est déjà l'usage des moyens de la République pour les cérémonies au cimetière familial. La garde républicaine n'a rien à faire là-bas, les motards n'ont rien à faire là-bas, les journalistes de Télé Congo n'ont rien à faire là-bas, le tapis rouge n'a rien à faire là-bas. Et donc, la facture n'a pas à être payée par le trésor public. Bon, le trésor a été aussi envoyé à Oyo, la banque africaine c'est à Oyo, la banque centrale congolaise c'est à Oyo. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Et donc, vous voyez que chez nous, nous faisons exactement le contraire de ce que le monde nous commanderait de faire en lien avec la compétition internationale. Autre élément qui m'inquiète pour notre pays. Je vous prends que des exemples, mais vous pouvez les multiplier dans les commentaires. Que des exemples, parce que je ne peux pas parler du tout. Adou Nganda, directeur de la SNE. Mais prenez les vidéos d'Adou Nganda. Faites le tour du Congo et des Congolais de la diaspora. Moi le premier. Je vous jure, moi le premier. Je ne le connaissais pas, j'ai demandé à des amis
qui habitent Wenze, qui m'ont dit non, c'est le directeur de la Société nationale d'électricité. J'ai dit non. Ce monsieur, les seules vidéos que je vois de lui sur les réseaux sociaux, il est en train de danser les danses Mboshi, il est en train de chanter. N'est-ce pas que c'est l'héritier de Jacques Koyo? Nous tous, moi, j'apprécie la musique de Jacques Koyo. À chaque fois que j'écoute la musique de Jacques Koyo, mais je suis transporté, surtout, voilà, même quand les paroles sont en Mboshi, on a tous aimé. Kobanga Moko à Soso, Oya Pete Pete. Mais on a tous dansé ça. Ça, c'est notre culture. On ne peut pas la renier. Au contraire, moi, demain, ministre de la Culture, la musique de Zarafa Bunzeki, de Jacques Koyo, de Yuru Mabiala, de Angelou Chevauché, tous ces gens-là, de Franklin Bukaka, eh bien, cette musique sera étudiée à l'école. C'est ça, notre culture. Et donc, j'ai dit aux amis, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a été avec Jacques Koyo qui prend la suite. On me dit non, c'est le directeur de la société d'électricité. Mes chers amis, mes chers compatriotes, comment nous-mêmes les Congolais, même nous-mêmes, soyons sévères envers nous, sans l'autoflagellation, attention, mais soyons sévères. Comment nous applaudissons le directeur de l'électricité, non pas par sa capacité d'ingénieur à nous donner de l'électricité, à travailler, à réfléchir pour que nous ayons l'électricité, mais on l'apprécie tous parce qu'il va danser, il va chanter. C'est pas possible. Il est directeur de la société d'électricité. Ce monsieur, à chaque fois qu'on le voit, il faut qu'il nous dise quel problème d'électricité il a résolu chaque année au Congo. Ça fait plus de 10 ans qu'il est directeur de l'électricité. Quel bilan il nous présente? Alors, une rare fois, il dit, il n'y a plus de délestage, il n'y a que des blackouts. Comme si quelqu'un venait, il vous disait, votre père n'est pas mort. Il a eu un accident mortel, ou il a eu seulement une noyade mortelle. Mais il est mort ou il n'est pas mort? Bref, les Congolais ont l'électricité ou pas? C'est la question de base. Mais lui, il vient, il dit non, il n'y a plus de délestage, il n'y a plus que des blackouts. Comme si le blackout permettait quand même aux Congolais de continuer à avoir l'électricité, là où le délestage, c'était l'arrêt de la fourniture d'électricité. Mais c'est du foutage de gueule, excusez-moi de vous le dire comme ça. Ce monsieur est directeur d'une société avec comme mission de faire de sorte que 100% de la population congolaise puisse avoir l'électricité. Nous sommes à combien de pourcents aujourd'hui? Depuis qu'il est là, la première année, combien de pourcents? Deuxième année, combien de pourcents? Troisième année, combien de pourcents? Au lieu de ça, il danse, il chante, et tout le monde est content. Yadou, yadou, yadou. Mais c'est pas possible. L'autre personnage, c'est l'actuel célèbre DG de la SNPC, M. Ominga. M. Ominga, en fait, la SNPC a été créée par Pascal Lissouba. Et Pascal Lissouba crée la SNPC parce qu'il ne comprenait pas le Congo soit le seul pays au monde qui est parmi les grands producteurs du pétrole, notamment en Afrique, et d'ailleurs ça nous fait entrer dans l'OPEP, mais qui n'a pas une grande société dont le rôle est la géopolitique du pétrole. C'est tout. La géopolitique du pétrole, s'assurer de la production, de la distribution, de la circulation, de la consommation du pétrole au Congo. L'essence, le gasoil, le pétrole lampant qu'on utilise encore pour s'éclairer dans la plupart des maisons, le kérosène pour les avions. Donc, quand vous écoutez la SNPC, mais c'est comme Gazprom, c'est comme Total, c'est une société stratégique pour nous. Sauf que, au Congo, on peut passer des mois sans carburant. Des entrepreneurs congolais, les auto-entrepreneurs, les chauffeurs de taxi et autres, qui peuvent rester 2 semaines à faire la queue dans une station-service, dans l'espoir que dès que les premières gouttes vont arriver, je pourrai acheter pour mon véhicule. Et voilà que M. Ominga ne vient jamais expliquer aux Congolais qu'est-ce qui se passe pour qu'on connaisse ces problèmes-là, qu'est-ce que le pétrole nous rapporte en termes de comptabilité publique dans la caisse de l'État, comment on va faire pour que le pétrole congolais soit créateur d'emplois, les sociétés pétrolières créent de l'emploi, apportent une vraie plus-value,
que l'homme de Betou ou d'Imfondo ou de Makoti Poko puisse se dire, mais moi j'ai toujours été intéressé par ces études-là. Si je fais mes études, j'arrive à Brazzaville, à Pointe-Noire, peu importe, je trouverai du boulot dans le pétrole. Qu'on puisse avoir une industrie de pointe qui va driver les petites et moyennes entreprises. C'est le rôle de Ominga. Non. Ominga est célèbre parce qu'il va peindre les écoles. Le collège ou le lycée Liberté existait déjà. Hein. Il a refait la peinture, et une peinture de mauvaise qualité. Quand on voit déjà, c'est une peinture de mauvaise qualité. Demandez aux peintres, demandez aux spécialistes. Et il va construire peut-être 2-3 immeubles avec des constructions de type colonial, alors que nous sommes au 25e siècle. Regardez ces écoles qu'on est en train de construire. Ce sont des écoles qu'on construisait à l'époque coloniale, dans les années 80, ainsi de suite. Mais pas en 2025, quand on doit faire. Et nous, on est contents. Monsieur Ominga, vous n'êtes pas à votre place. Quand vous êtes dans des manifestations où on vous applaudit parce que vous avez refait la peinture dans une école, non, il faut avoir honte. Moi, j'ai honte quand je discute avec mes amis européens, chinois, américains, même maghrébins, quand on parle du pétrole, de la géopolitique du pétrole, de présenter M. Ominga, puisque les rares photos, c'est les photos où il est en train de peindre, on lui parle des écoles. À la limite, nommer le ministre de l'Éducation nationale. Ou encore, ministre des grands travaux. Ah. Donc, le sujet que je soulève aujourd'hui, c'est le sujet de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Les Congolais, nous avons pris l'habitude d'apprécier nos dirigeants à des places qui ne sont pas les bonnes. On ne l'attend pas à cet endroit. À la limite, l'État congolais, si l'État congolais pense que, pas Ominga, attention, réfléchissez, pas Ominga, la SNPC, parce que Ominga ne fait pas ça avec son salaire. C'est faux. Il fait ça avec l'argent de la SNPC. Mais dans ce cas, que cet argent soit transformé en taxe de la SNPC pour soutenir l'éducation nationale et la culture au Congo. Pourquoi pas? On peut créer une taxe. C'est-à-dire que dans les bénéfices de la SNPC, il y a une taxe qui est prélevée au titre de financement des services publics. Et parmi ces services publics, il y a les écoles. Et que Ominga doit être jugé par sa capacité à bien gérer la SNPC et à permettre à résoudre les pénuries de carburant au Congo. En dehors de ça, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Le bricolage, c'est pas bon. Vous ne verrez pas l'équivalent d'Ominga dans un autre pays arabe, africain, en train de faire ce que Ominga fait. C'est pas son travail. Il n'a pas le temps pour ça. Mais le nôtre, il a. Il a le temps parce qu'il ne fout rien. Parce qu'il ne fout. Et le président est content d'apprécier quelqu'un qui n'est pas à la place où le président l'a nommé. Mais c'est un président normal, celui-là. Vous l'appelez président de la République. Donc demain, les chirurgiens congolais, au lieu d'être dans des blocs opératoires, rencontrent les malades dans les Ngada et ils boivent ensemble. Et le malade sera content parce que le chirurgien lui a payé à boire et à manger. Mais on attend du chirurgien de guérir les gens à l'hôpital. Je dirais, on attend du médecin qu'il guérisse les gens. Mais non pas qu'il les... Non, et puis, les gens sont contents. Ah, j'ai rencontré tel ministre, il est gentil, il est ouvert, il est souriant. En tout cas, allez échanger avec lui, vous verrez que c'est quelqu'un de très souriant. Mais mon œil, mais moi je m'en fiche royalement que le ministre soit souriant, qu'il soit gentil. Il est ministre, on ne l'a pas nommé pour être gentil avec les gens, on ne l'a pas nommé pour sourire avec les gens. Il a pris un ministère pour régler les problèmes sociaux en lien avec ce ministère. Que le ministre de l'Éducation nationale soit gentil, je m'en fous, mais royalement. Mais qu'il règle les problèmes de l'éducation nationale, ah oui, même s'il ne me sourit pas, je l'applaudirai, parce qu'il a été nommé pour ça. Ah, Sassou est gentil, mais qui a demandé à Sassou sa gentillesse? On s'en contrefiche de sa gentillesse. Permettez-moi de le dire de façon grave, ce n'est pas une insulte, mais de façon grave. On attend du président de la République de régler le problème de l'eau et de l'électricité, de régler les problèmes de pénurie du carburant, de créer des emplois, ou de favoriser comment on appelle ça, l'entrepreneuriat. Attention, je reviendrai là-dessus, cette idiotie autour de l'auto-entrepreneuriat qu'on veut vous vendre comme ça, comme un miracle. Là, on a quoi? On a les plaques de la Likwala, peut-être aussi la Sangha, mais c'est surtout la Likwala qui a eu des idées de faire sécession et autres, mais c'est triste. C'est triste que tout un département
se sentent délaissés au point de dire, et si on choisissait un autre pays? Alors, ils n'en ont pas les moyens. Hein. Je condamne avec fermeté la démarche d'aller vers un autre pays. Je demande à nos parents de la Sangha, de la Likwala, de la Cuvette, du Poul, du Niari, si vous pensez que vous êtes délaissés par le pouvoir, on appelle ça la révolution. Vous faites la révolution. Ne demandez pas à rejoindre un autre pays, c'est fuir le choléra pour aller tomber dans, je ne sais pas moi, dans des maladies de type Ebola. C'est suivre une pathologie, c'est fuir une pathologie pour tomber dans une autre pathologie. C'est comme on dit de façon simple, le crocodile qui fuit la pluie pour aller tomber dans l'eau. Mes chers compatriotes de tous les départements du Congo, nous sommes un et indivisibles. Nous sommes un et indivisibles. Jamais les 342 000 km² ne seront divisés. Si nous nous sentons lésés par le pouvoir, alors allons vers la révolution, comme dit le CRC. C'est la révolution qui fera que on met fin à ce système, on crée un nouveau système avec une redistribution de la richesse selon les besoins de chaque département. Et ça, les méthodes existent. De nombreux Congolais au Congo et à l'étranger ont étudié ces choses-là. Ils peuvent le faire. Revenons donc à cette histoire de l'entrepreneuriat. Je vous laisse suivre cette vidéo. Alors, en ce qui concerne, encore une fois, le rôle des groupes, je pense que les politiques qu'on est en train de faire, et nous en parlerons tout à l'heure, vers les PME sont excellentes. Il n'y a rien à dire. Je pense que les politiques que l'on fait vis-à-vis de ce qu'on appelle les entreprises moyennes sont excellentes. Et il n'y a non plus rien à dire. Ce qui manque beaucoup dans les programmes, c'est le rapport avec les grands groupes. La recherche de toutes les PME, unanimement, elles appellent à mieux travailler avec les grands groupes. Unanimement. C'est-à-dire, elles sont à la fois intéressées pour travailler avec des grands groupes parce que c'est leurs clients. Elles sont intéressées à travailler avec les grands groupes parce qu'elles ont besoin de travailler sur la notion d'industrialisation de leur production ou de leurs services. Et elles ont besoin des grands groupes parce que lorsqu'elles vont chercher du financement, eh bien, le financier qui va investir chez elles va leur demander quelles sont leurs références, avec qui ils ont su travailler et mettre, on va dire, industrialiser leur modèle, mettre en œuvre leur modèle. Et enfin, parce que ce qui fait qu'une entreprise se développe, c'est son chiffre d'affaires sur son territoire lorsqu'elle démarre, c'est son chiffre d'affaires à l'étranger, et que les PME ont besoin des grands groupes pour aller exporter. C'est ce qu'on appelle le chasser en meute, c'est ce qu'on cherche à faire dans un certain nombre de pays, et sur lequel on observe que dès lors qu'il y a un partenariat entre les grands groupes et les PME, eh bien on arrive à rentrer plus facilement, à trouver les codes pour convaincre des clients étrangers. On constate un certain mûrissement de cette question et que l'opposition, les grands groupes apatrides et les PME qui doivent bénéficier de tous les soins, cette distinction est en train de progressivement s'estomper. On travaille beaucoup plus, et je pense que les pôles de compétitivité y ont beaucoup aidé, que les investissements d'avenir y ont beaucoup aidé. On travaille beaucoup plus sur la manière de faire travailler les grands groupes et les PME. Les grands groupes ne créeront plus d'emplois en France. Les grands groupes vont beaucoup investir à l'étranger, mais ils peuvent avoir une responsabilité dans la mobilisation du tissu industriel des PME en France. On a besoin de consacrer une part des dépenses à la consommation de biens et services locaux, voilà, que l'on a dans nos pays, qui sont compétitifs, qui demandent, ou alors qui, dans le temps, deviendront compétitifs s'ils sont consommés. Je prends l'exemple des PME. Souvent, par exemple, elles ne sont pas compétitives tout simplement parce qu'elles n'ont pas atteint une certaine taille critique. Et pourquoi elles n'ont pas atteint une certaine taille critique dans les services ou dans l'industrie? Eh bien, c'est parce qu'elles ne se sont pas développées. Et pour se développer, elles ont besoin de clients. Et par exemple, je suis très favorable à ce qu'on appelle le Small Business Act, ou qui a été repris par certains candidats, l'European Business Act, c'est-à-dire faire en sorte que il y ait un lien naturel entre la commande et les PME. Ça doit absolument être mis en place. Moi, par exemple, mon entreprise travaille dans la sécurité informatique. La sécurité informatique, c'est un domaine dans lequel il y a
à peu près 50 milliards d'euros globalement de chiffre d'affaires dans le monde. Quasiment l'exclusivité du marché est américaine et en Europe, on a un petit peu en Israël et un petit peu un acteur en Angleterre. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il a été décrété comme cause nationale, quasiment, que la sécurité informatique serait un besoin vital avec l'explosion des réseaux, la digitalisation des systèmes de tous les services publics et privés, et qu'il fallait protéger cette information, protéger les entreprises contre les fuites industrielles. Et donc, l'État a mis en place des fonds souverains. Il a mis en place une expertise avec ses grandes agences de renseignement économique et ensuite il a réservé une partie des commandes des entreprises vers des PME innovantes qui ont adapté des normes gouvernementales. Dès lors, toutes les entreprises qui se sont lancées aux États-Unis avec l'aide du capital privé ont facilement trouvé des clients, ont attiré des grandes entreprises qui se sont dit, pour se positionner sur ces nouveaux marchés, on va travailler avec des petites entreprises innovantes dans le domaine de la sécurité informatique. Et dès lors, elles ont créé des champions industriels qui sont les leaders de la sécurité informatique mondiale. Et ils ramassent 35-40 milliards d'euros sur ce marché de la sécurité informatique. Donc il y a des domaines stratégiques dans lesquels, quand il y a cette cohésion et qu'il y a ce travail de l'État qui s'associe avec une vision et des moyens, on y arrive. Vous avez suivi dans cette vidéo, c'est un sénateur communiste, si je ne me trompe pas. Pourquoi je vous propose ça ? Vous vous souvenez, Colline Makosso avait dit les Congolais ont l'habitude de trop attendre de l'État, ils peuvent se débrouiller. Et son président Sassou-Nguesso vient embrayer en disant c'est l'auto-entrepreneuriat, l'auto-entreprise, c'est le modèle pour se développer. Je vous ai dit dans une intervention, c'est un grossier mensonge. Aucun économiste n'a élaboré une théorie de développement national basée sur l'auto-entrepreneuriat ou l'auto-entreprise. Premièrement, les pays développés, tous les pays développés, même la Chine aujourd'hui, tous les pays développés sont des pays où vous avez de l'industrie de pointe. Alors, quand je dis l'industrie de pointe, je ne parle pas de l'industrie extractive. Je dis c'est des pays qui ont de grosses industries, peu importe le domaine. Je vous donne un exemple concret en parlant de notre pays et je vous explique la vidéo après. Le CFCO. Le CFCO, chemin de fer Congo-Océan, c'est une industrie ferroviaire. Le CFCO a des besoins en rames, en pièces de rechange, en gare, tout ce que vous voulez. Et donc, c'est le CFCO qui va driver des petites et moyennes industries et des petites et moyennes entreprises. Je continue l'explication. C'est-à-dire, vous avez une petite et moyenne industrie qui fabrique les boulons. Vous voyez, quand on fixe les rails, vous avez une industrie qui fabrique ces boulons-là. Vous avez une industrie de la pierre qui a une carrière qui produit de la pierre. Donc, le CFCO ne peut pas avoir une industrie de boulons, de pierre. Et donc, le CFCO travaille en contrat avec ces entreprises-là. Et ça peut être des contrats imposés par l'État avec un peu de soutien du financement ou de l'allègement des charges. Et donc, c'est le CFCO qui reste l'industrie mère, mais qui drive, qui va attracter ces petites entreprises. Et donc, à côté, il y a aussi d'autres petites entreprises, par exemple dans le ménage, qui vont donc s'occuper du nettoyage des wagons, du nettoyage de la gare, de ramasser les poubelles de la gare, ainsi de suite. Je prends une autre industrie, c'est les ports. Ports, aéroports, ce sont des grandes industries qui, autour, vont donc travailler avec des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, pour l'entretien des bateaux, pour l'entretien des cales, pour l'entretien des avions, ainsi de suite. Et si vous prenez Succo, l'industrie pétrolière, l'industrie sucrière, et ainsi de suite, Wilka, l'industrie de cacao à Wesso, c'est des grosses boîtes, mais qui vont donc travailler avec, par exemple, pour le cacao, la sucrerie et autres, l'arachide, qui vont travailler avec des laboratoires de recherche en biologie pour lutter contre les bactéries, lutter contre ces insectes qui peuvent bouffer la production agricole. Alors, parmi ces petites et moyennes entreprises, là, vous pouvez avoir des auto-entrepreneurs parce qu'il y a une clientèle, c'est-à-dire les industries, mais aussi d'autres entreprises. Mais dans un pays où Sassou est en train de tout tuer en économie, on n'a plus d'industrie qui appartiennent au Congo,
Les auto-entrepreneurs, c'est quoi le marché? C'est quoi le besoin? Ils vont répondre à quel besoin? Dès lors que les gens travaillent dans les différentes industries que j'ai citées, ils ont du revenu. Ils n'ont plus le temps, par exemple, de faire le ménage chez eux. Je peux proposer une boîte de ménage à domicile. Et là, je suis auto-entrepreneur parce que ma boîte ne me permet pas d'avoir des employés. Peut-être pas dans un premier temps. Donc, je peux être auto-entrepreneur et je le fais. Mais parce que les gens ont de l'argent pour payer. Mais dans un pays de crise généralisée, si vous ne misez pas par la grande industrie, vous demandez à chacun d'être auto-entrepreneur. Mais qui va consommer? C'est qui le client? C'est une analyse qui est totalement fausse. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont tiré ça de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances de Macron, avait fait un voyage au Bénin et il constate avec ses équipes que 80% des emplois au Bénin, ce sont des auto-emplois. Et il avait félicité ce modèle. Mais il a été très vite critiqué par les économistes français. Parce que le modèle de l'auto-emploi, qui vous assure le chômage, qui vous assure la retraite, qui vous assure la sécurité santé. Parce que le jour où vous êtes malade et que vous ne pouvez pas travailler, est-ce que l'État prend en charge le manque de revenus et vos factures de santé? C'est un système qu'on réfléchit. Parce que quand on dit auto-entrepreneur dans certains pays développés, vous avez deux modèles. Le modèle qui choisit la sécurité sociale, le modèle qui dit je ne prends pas de sécurité sociale, je suis à mon compte, si je suis malade, c'est mon problème, si je suis en chômage, c'est mon problème. Et ma retraite, c'est mon problème. Eh bien, ces gens-là, vous voyez, même à 70 ans, ils continuent de travailler. Donc, c'est un modèle qu'il faut réfléchir. Et jusqu'à quel niveau on peut avoir de l'auto-entrepreneuriat? Au-delà, ça devient un système de contournement de la misère et du chômage, mais ça n'entraîne pas au développement du pays, ça n'entraîne pas au progrès. Et surtout que dans ce modèle d'auto-entrepreneur, il n'y aura pas d'entrée dans les caisses de l'État. Attention. Donc, il est important qu'on puisse redynamiser déjà notre secteur industriel. Alors, quand je dis industrie, c'est le mot qui est retenu. Ça peut être l'industrie du tourisme, par exemple. Si vous développez l'industrie du tourisme à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie, dans le Poul, au nord du Congo, on a beaucoup de sites touristiques. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous pouvez avoir des petites et moyennes industries qui vont donc venir au secours. Au lieu que chaque parc puisse avoir ses propres salariés, on peut externaliser certaines interventions. Par exemple, l'entretien du parc, c'est quelqu'un qui embauche des jardiniers, des élagueurs pour couper les bois et tout. Vous avez quelqu'un qui vient pour l'électricité ou la maçonnerie, qui fait l'entretien du bâtiment quand il y a la plomberie qui pose problème, quand l'électricité pose problème, quand, comment on appelle ça, telle ou telle chose pose problème. Donc, l'industrie du tourisme va donc driver toutes ces petites et moyennes entreprises, y compris dans la bouffe. C'est-à-dire, vous avez des pêcheurs qui peuvent livrer du poisson. Donc, il y a des contrats qui sont passés. Des agriculteurs, des maraîchers qui peuvent vous apporter de la tomate fraîche tous les 2 jours, tous les 3 jours pour faire fonctionner votre cuisine et votre restaurant. Attention, je n'ai pas dit que l'auto-entrepreneuriat ne doit pas se faire. J'ai dit, mais vendre l'auto-entrepreneuriat comme modèle qui va sauver les 100 000 emplois de Sassou qu'il n'a pas pu donner aux gens, c'est faux. C'est faux. Donc, nous sommes dans un système qui est devenu tellement concurrentiel. Si on ne fait rien, si on reste avec Sassou, sachez-le, nous risquerons de disparaître. Depuis, est-ce qu'on peut nous dire, depuis 97, Sassou est revenu au pouvoir, à combien il a fait passer le taux de chômage au Congo? Combien de gens sont sortis de la pauvreté grâce aux politiques publiques de Denis Sassou Nguesso? 0. Quel est le secteur qu'il a permis de relancer? Moi, si les gens veulent le débat, je suis disponible. Quel est le secteur économique au Congo où moi, je peux dire à un ami, mais tu sais, au Congo, si ton enfant va dans tel lycée, dans tel institut ou université, il peut aller chercher du travail dans tel secteur et c'est le secteur qui est porteur d'emploi. Tous les pays, vous avez comme ça des secteurs qui sont porteurs d'emploi. Or, au Congo, aucun secteur n'est porteur d'emploi. Ni la santé, ni la recherche, ni la finance, ni l'informatique, ni les nouvelles technologies. On vous vend comme ça des choses. La preuve, regardez cette vidéo.
La Banque africaine de développement veut renforcer son appui au secteur de l'assainissement et du développement local. En visite de travail à Brazzaville, son directeur général régional adjoint pour l'Afrique centrale s'est entretenu avec le ministre en charge de ce portefeuille stratégique. Un échange qualifié de très satisfaisant par Mohamed Chérif, qui a passé en revue les projets en cours et les demandes de financement déjà formulées par le Congo. On a échangé un peu sur la coopération déjà existante entre la banque et le ministère. Donc, nous avons parlé de possibilités de collaboration et de financement par la banque. Nous avons passé en revue certaines activités déjà qui sont en cours, sur lesquelles nous avons promis que nous allons retourner à la BAD pour voir comment on peut accélérer le traitement de ces demandes-là. Et nous avons parlé également des possibilités de renforcer cette coopération, d'identifier d'autres activités sur lesquelles la banque pourrait justement apporter son soutien. Le ministre qui gère l'assainissement, le développement local et l'entretien routier a aussi présenté ses nouvelles priorités. Parmi elles, le renforcement des capacités, la modernisation des méthodes de travail et une meilleure efficacité administrative. Monsieur le ministre a une bonne ambition, une grande ambition sur un certain nombre des études et de renforcement des capacités, non seulement des capacités pour son personnel, mais également pour renforcer, si vous voulez, les méthodes de travail, ainsi que améliorer l'efficacité dont il a vraiment à cœur. Donc tous ces éléments, on a parlé et nous sortons ici très satisfaits de cet entretien avec Monsieur le ministre. La Banque africaine de développement se dit ouverte à soutenir d'autres initiatives dans ces secteurs essentiels pour les populations. Les deux parties promettent de poursuivre les discussions dans les prochaines semaines. On voit le ministre Mundele avec les représentants de la BAD qui viennent réaffirmer. Et là, je convoque tous mes profs de français, école primaire, collège, lycée, tous mes profs de français et tous mes profs de l'université. Le verbe réaffirmer, ça veut dire affirmer de nouveau. Ces messieurs de la BAD doivent nous dire aux Congolais qu'est-ce qu'ils avaient d'abord affirmé pour venir réaffirmer aujourd'hui. Et pourquoi vouloir réaffirmer? Ça suppose que affirmer n'avait pas suffi. Mais en quoi ça n'avait pas suffi? Je vous le fais enseigner à ma grand-mère. C'est pas moi qui l'ai écrit, ce sont eux qui disent, ils viennent réaffirmer. Or, juste Mundele, il nous a menés à Verda. Échec. Il est allé chercher des Turcs. Échec encore. Mais il faut qu'ils disent d'abord pourquoi ça ne marche pas. Mais parce qu'ils prennent le problème du mauvais côté. En parlant de la BAD, je demande à la BAD de publier tous les projets financés au Congo depuis 1980. Je demande, vous savez, la BAD a financé 1000 et 1000 projets au Congo. Zéro réussite. Comment se fait-il que la BAD, moi j'étais encore au collège ou à l'école primaire, j'entendais déjà parler de la BAD qui venait financer les projets au Congo. Mais ces projets n'ont jamais réussi. Et depuis que Sassou est revenu en 1997, combien de projets la Banque africaine de développement, Banque africaine de développement, depuis que cette banque est créée, combien de pays africains se sont développés? La Chine, qui n'a jamais eu de banque de développement étrangère, la Chine s'est développée. Le Qatar, Dubaï, n'ont pas bénéficié d'une banque de développement extérieur avec leurs propres revenus. Ils se sont développés. Au point où c'est chez eux qu'on va régler nos problèmes. Quand je dis on va, Kinshasa, Brazzaville, il n'y a pas de différence. Hein? C'est chez eux. Alors pourquoi nous, on attend toujours les banques étrangères, mais nos richesses à nous? Aucun pays ne s'est développé avec les richesses de l'étranger. Ça n'existe pas. Et on continue avec Sassou Nguesso de croire que ce sont les moyens ramenés par les étrangers qui vont nous... Mais Lissouba nous l'a dit. En 1993, Lissouba dit aux Congolais, continuez à croire aux étrangers, ce ne sont pas eux qui viendront vous sauver et vous développer. C'est vous-même, c'est les Congolais.
Mais restons entre nous et réfléchissons ensemble. Que d'aller nous chercher les autres. Les autres, ils font quoi? Ils ont besoin de nos richesses. La preuve, regardez comment Trump a réuni Kagame et Tshisekedi. Regardez. Image contrastée, presque irréelle, ce soir à Washington, à l'Institut Donald Trump pour la paix. Félix Tshisekedi et Paul Kagame, les dirigeants congolais et rwandais, ont signé un nouvel accord de paix sous le regard du président américain. Cet accord mêle le cessez-le-feu, intégration économique régionale ou encore appétit américain pour les minerais congolais. Une mise en scène savamment orchestrée alors que sur le terrain, les combats se poursuivent notamment dans le sud Kivu. Hugo Barbieux. C'est à l'Institut américain pour la paix, renommé depuis ce mercredi Institut Donald Trump, que 30 ans de conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ont pris fin officiellement. Et après plusieurs échecs, cet accord est le bon pour le président américain qui se félicite d'un 8e accord de paix en moins d'un an. De nombreuses administrations ont essayé, mais probablement pas assez, je dirais. Surtout connaissant ceux qui m'ont précédé. Ils ont essayé si peu que les tueries ont continué à un rythme de plus en plus élevé, et aujourd'hui nous avons réussi. Par cette signature, Kinshasa et Kigali s'engagent notamment à respecter un cessez-le-feu permanent, au désarmement des forces non étatiques et conviennent de dispositions pour le retour des millions de réfugiés et de poursuites judiciaires contre les criminels. Qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo? Donald Trump s'en fiche royalement que Kagame et Tshisekedi s'entendent ou pas, qu'ils soient contents ou pas, qu'ils s'apprécient ou pas, c'est pas son problème. Donald Trump veut récupérer les matières premières critiques à l'est de la RDC et exploiter les minéraux de la RDC, récupérer le projet de Joe Biden, entre autres, du corridor de Lobito, et exporter les matières premières via l'océan Atlantique par Lobito. Le reste, ils vous disent, on va créer un chemin de fer, ça va créer de l'emploi. Mais c'est faux. Les grandes puissances adorent nos matières premières. Ils ne veulent pas construire les industries de transformation chez nous. Mais pourquoi? Parce que ce sont ces industries-là qui créent de l'emploi. Ils vont construire quelques industries au Rwanda pour calmer un peu le Rwanda, lui permettre d'avoir un peu de l'emploi créé sur son territoire, mais 90% de la matière première, on va l'exporter en état brut. Et les industries, c'est aux États-Unis, c'est en Chine, c'est en Europe, et ce sont eux qui gagnent le plus. Parce que les produits finis, quand ils nous les renvoient, ça coûte cher. Le pétrole continue à venir de l'extérieur, alors que nous avons une raffinerie au Congo, mais cette raffinerie, on ne sait pas ce que ça fait. Donc, soyons sérieux dans la façon de prendre en compte nos problèmes. Nommons les gens qu'il faut à la place qu'il faut, mais pour faire le travail qu'il faut. Et arrêter de demander, arrêter d'applaudir et d'apprécier les gens alors qu'ils ne sont pas à la bonne place. Lorsque vous êtes ministre de l'Industrie, occupez-vous de l'industrie. Lorsque vous êtes ministre de l'Éducation nationale, occupez-vous de l'Éducation nationale. Lorsque vous êtes parlementaire, créez les lois, contrôlez le gouvernement, contrôlez l'application des lois. Or, aujourd'hui, les Congolais, dans la plupart des cas, attendent les parlementaires dans une fausse expression professionnelle qui est descente parlementaire. Ah oui, c'est la période des descentes parlementaires, le député n'a rien fait, il ne nous a pas donné l'argent, il n'a pas organisé les événements. C'est pas le rôle du député. Le rôle du député, c'est pas de descendre dans une circonscription et de peindre les écoles ou de construire les salles de classe. Oui, mais si le gouvernement ne fait pas, vous faites la révolution. Si le gouvernement ne fait pas, vous lui demandez de faire son travail. Mais vous ne demandez pas à quelqu'un d'autre de le faire. Lorsque vous êtes malade et que le médecin n'est pas là, vous demandez au charcutier de venir vous opérer. Mais vous savez, le charcutier, il connaît le corps humain. Hein? Le boucher que vous voyez là, il connaît très bien le corps humain. Et d'ailleurs, quand un boucher a tué quelqu'un, la criminalité se rend très vite que c'est un boucher parce qu'il maîtrise la façon de dépecer le corps humain. C'est la même façon qu'on va dépecer le corps d'un bœuf ou d'un goulou. Alors, donc, si du coup, le chirurgien n'est pas là, vous accepterez que le boucher vienne vous ouvrir le ventre? Vous allez demander aux gens d'aller chercher le chirurgien. Et pourquoi vous ne le faites pas pour le gouvernement? Si le ministre n'est pas à sa place, vous le convoquez, qu'il revienne à sa place. Si le président n'est pas à sa place, vous le convoquez. Il revient à sa place de président. Il faut avoir cette exigence.
Je vous demande de ne pas aller quand monsieur, comment on l'appelle, quand le directeur de la SNPC vient pour peindre les écoles. Eh bien, refusez d'aller. Dites-lui, les stations-service n'ont pas de carburant. Au lieu de venir passer ton temps à peindre les écoles, reste dans ton bureau, trouve-nous la solution pour le carburant. Des ministres sont même devenus des pasteurs. Mais c'est pas possible, ce pays. Je tombe sur des vidéos de Juste Ibombo, qui est pasteur, Bruno Itoa, qui est pasteur, mais chassez-les des églises, chassez-les, renvoyez-les dans leur bureau de ministre. Bruno Itoa doit nous trouver des solutions pour le pétrole, pour avoir du carburant toujours dans les stations et pour avoir de l'emploi dans le secteur pétrolier. Que notre pétrole devienne aussi une industrie stratégique qui compte dans le monde, qui crée de l'emploi. Total crée beaucoup d'emplois en France. Le pétrole crée de l'emploi aux États-Unis, en Arabie Saoudite, en Chine, mais pourquoi pas au Congo? Et il vient vous parler de la grâce dans l'Église. C'est Dieu qui a fait de lui un ministre. C'est le pétrole congolais qui a fait de lui un ministre. Donc s'il a une grâce à rendre, c'est au peuple congolais. S'il a une prière à faire, c'est au peuple congolais. C'est grâce au peuple congolais qu'il est là. Grâce aux richesses du Congo qu'il est là. Et donc, on lui demande de bien gérer les richesses dans l'intérêt collectif. Mais on ne lui demande pas de venir nous faire des missions de pasteur, mais qui a besoin. Ou soit il démissionne. Hein. S'il pense qu'il a un don pour ça, dans ce cas, il arrête, il démissionne. Mais il vient vous manipuler, il vient vous endormir. Pendant ce temps, Bruno Itoa fait partie de ceux qui pillent l'argent du pétrole. Mes frères là, quiconque continue à se battre pour le ministère, pour que ça s'arrange, pour lutter contre les loups dans la bergerie, je sais pas quoi, tous sont morts. Soit physiquement, soit spirituellement. Toute ma bande là, ils n'ont pas eu cette grâce. Je voudrais que tu aies cette grâce. Je voudrais que tu ne meurs pas comme eux, spirituellement ou physiquement. Je voudrais que tu aies la même grâce que moi, que tu comprennes que tu es venu ici pour chercher la délivrance. Il vient à l'église vous endormir et vous l'écoutez comme ça. Et c'est ça qui ne marche pas dans notre pays. Convoquez les gens à leur place. Convoquez les gens à leur place. Même dans la divinité, je n'en suis pas spécialiste, mais le peu que je sais, quand une femme veut d'une bonne famille, quand un homme veut d'une bonne famille, il évoque l'ange Gabriel. Parce que c'est lui qui s'occupe de ces problèmes-là à côté des dieux. S'il veut se défendre contre les démons, il va invoquer l'archange Saint-Michel. Parce que c'est le travail de l'archange Saint-Michel à côté des dieux. Donc, invoquons chaque ministre, convoquons chaque ministre à la place qui doit être. Convoquons chaque directeur à la place qui doit être. Dites-moi, y a-t-il un directeur de chemin de fer au Congo? Si oui, pourquoi? Dans ce cas, on ferme cette direction. Regardez le chemin de fer au Congo. Au nom de quoi on a un directeur de chemin de fer? Il fait quoi? Au nom de quoi on a un ministre des Transports? C'est pour gérer quoi? Il gère quoi au quotidien? Vous avez vu le transport en Chine? Vous avez vu le transport en Europe, en France, aux États-Unis? Et nous, notre ministère des Transports n'arrive pas à gérer un chemin de fer de 500 km, Brazzaville-Pointe-Noire, un chemin de fer de 500 km. Un ministre n'arrive pas à gérer. Mais allez dire ça aux autres. Et ils sont contents de recevoir des délégations étrangères pour dire, oui, le ministre des Transports reçoit son homologue de tel ou tel. Mais c'est la honte. C'est la honte. Juste Mundele qui fait venir la BAD pour des problèmes d'assainissement au Congo. Mais moi, j'aurais honte de faire venir la BAD. Donc, voilà ce que je voulais vous partager comme chronique aujourd'hui.
J'espère que vous allez être nombreux à liker, à aimer. Et je vous dis, portez-vous bien. Et puis, abonnez-vous pour ne pas rater les publications de R7. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines chroniques.